Pour moi, ça a toujours été un sujet, ça a toujours été compliqué. Je vais faire tout plein de choses, je vais m'agiter, je vais être anxieuse, ou je vais vouloir juste penser à mille et une choses, et à un moment donné, je vais carrément être épuisée. En fait, j'aurais utilisé toutes les ressources possibles de mon corps pour pouvoir me maintenir en éveil le soir, jusqu'à ce qu'il soit par exemple 5h, 8h. Comment on fait ? L'insomnie fait partie des troubles du sommeil et elle est l'une des 3 catégories de ces troubles. Comme je l'ai dit, il y a l'insomnie qui est soit transitoire, soit chronique. Il y a ensuite les hypersomnies qui peuvent aller de la somnolence jusqu'à la narcolepsie. Et enfin, il y a les parasomnies qui peuvent être le bruxisme, le somnambulisme, l'apnée du sommeil ou encore les terreurs nocturnes. Pour savoir si on souffre d'insomnie, on va se poser quand même quelques questions. Tout d'abord, quelles sont les difficultés qu'on traverse ? Est-ce que ce sont des problèmes d'endormissement, des réveils nocturnes ou des réveils précoces ? Ensuite, est-ce que ces difficultés-là, elles sont fréquentes ? Et si oui, à quelle fréquence ? Et depuis combien de temps ? On va se questionner sur la fréquence et la durée. De ces difficultés va résulter des impacts sur la journée. Ça peut être de la somnolence, des troubles de la concentration, de l'attention, voire de l'irritabilité. À côté de ces difficultés et de ces impacts, on va se demander si notre rythme de vie, notre rythme de travail et nos habitudes de sommeil sont les bonnes, sont adaptées. On va aussi se demander si on prend une médication, parce qu'on sait que certains médicaments provoquent des troubles du sommeil. Et enfin, on va s'assurer qu'il n'y a pas eu un événement récent dans notre vie qui aurait pu justement impacter notre sommeil. Et enfin, on va se demander si on a déjà tenté des choses pour enrayer ce problème. Dès que le sommeil est un sujet, il est important de se demander si cela provoque des souffrances et si tel est le cas, il faut consulter son médecin. Et pour vous aider, il existe un questionnaire mis à disposition par le réseau Morphée que je vous mets en barre de description. Chez moi, l'insomnie, ça se caractérise par des difficultés d'endormissement qui peuvent durer entre 1 heure à 5 heures. 5 heures étant vraiment le cas le plus grave et le plus rare, et 1 heure étant le cas le plus normal dans mes difficultés. Et à côté de ces difficultés d'endormissement, il y a aussi des réveils nocturnes. Et là, je dois en avoir 1 à 3 fois par nuit. Les réveils nocturnes, c'est tout simplement se réveiller en pleine nuit, avec ou sans raison. Ça peut être par des bruits extérieurs, ça peut être par une gêne, avoir chaud, avoir froid, avoir soif, avoir envie d'uriner. Parfois même, en fait, sans raison. Parfois, je me réveille, pas de raison particulière. Juste je me réveille, voilà, pour le fun. Si je vais avoir des difficultés d'endormissement et des réveils nocturnes, forcément, ça va impacter le lendemain matin. De manière générale, en fait, depuis que je suis petite, j'ai des difficultés d'endormissement. Quand je commence à être fatiguée le matin, je sais qu'il va s'agir réellement à ce moment-là d'un début d'une période d'insomnie. Là, pour le coup, l'impact en journée, je le vois tout de suite. Le matin, je me réveille, je me dis « Oh là là, j'ai pas dormi, c'est pas possible, j'ai besoin de dormir. J'ai l'impression que je vais commencer ma nuit au moment où je me réveille le matin. » Ensuite, ça va être des somnolences en journée. Donc je vais piquer du nez, je vais pas être attentive, je vais me fatiguer très vite sur des tâches qui demandent une concentration normale. Je vais pas être attentive parfois même aux conversations, je vais donc avoir des oublis, plus facilement, je sais pas, faire tomber les choses par terre, enfin voilà, lâcher les objets, ou me cogner, ou ce genre de choses. Donc voilà, chez moi l'impact en journée, il est très visible. Et alors, je préfère tout de suite donner le contexte de ma personne vis-à-vis de ces troubles du sommeil. Chez moi en fait, j'ai un réel terrain neurologique et psychologique favorisant les troubles du sommeil. Premièrement, je suis autiste. Donc de facto, j'ai des hypersensibilités, j'ai une rigidité au changement, j'ai un besoin de ritualiser et j'ai de la dysfonction exécutive. Donc déjà, en tant qu'autiste, il y a une prévalence pour les troubles du sommeil. Et cette prévalence, elle est significative. C'est une des comorbidités de l'autisme. Mais en plus de ça, j'ai un terrain psychologique. Ce qui signifie que, de par mon diagnostic de troubles anxieux et de stress post-traumatique, je vais avoir des difficultés liées à l'anxiété qui peuvent réellement influer sur mon sommeil. Quand on est anxieux, on est sujet à la rumination. La rumination, quoi de mieux que quand on est seul ? Et la plupart du temps, quand on est seul, c'est le soir dans son lit, sans distraction aucune, juste toi, le noir, ta couette et ton cerveau. Donc il y a d'abord ces ruminations qui peuvent être liées à l'anxiété. Il peut y avoir de l'angoisse qui peuvent être liées à l'anxiété, c'est-à-dire des pensées qui deviennent tout d'un coup envahissantes et inquiétantes, voire terrifiantes. Et il peut y avoir aussi l'angoisse liée au PTSD. Il suffit qu'une réminiscence traumatique apparaisse
Et à ce moment-là, je peux être prise d'une frayeur telle que je vais être en incapacité de gérer mes émotions. Et je vais juste me laisser porter par des flots d'inquiétude, d'angoisse. Voilà, et forcément tout ça, ça va gêner l'endormissement. C'est pour ça que je préfère parler du terrain psychologique et neurologique avant toute chose, parce que il y a une prévalence. Dès lors que l'on a un terrain à ce type de comorbidité, il est important d'en avoir conscience. Quand on a un TSA, quand on est anxieux, en plus dans mon cas, j'ai eu une période de dépression, on sait que justement les troubles du sommeil font partie des symptômes de la dépression, on voit qu'il y a forcément chez moi un terrain favorable aux troubles du sommeil. Et justement, l'insomnie, ce n'est pas quelque chose chez moi qui apparaît de nulle part. Très souvent, en fait, l'insomnie chez moi, c'est par période. Ça peut durer quelques semaines à plusieurs mois. Ça peut être aigu, comme ça peut être assez léger et donc assez vivable au quotidien avec des petits aménagements tout simples qui pourraient d'ailleurs faire l'objet d'une vidéo parce que ce seraient des petites astuces qui pourraient parler à tout le monde. Et donc, je préfère vraiment parler de terrain neurologique et psychologique parce que justement, si un jour un événement va favoriser l'anxiété, alors je dois m'attendre à ce que les troubles du sommeil apparaissent. Si un jour mon autisme est accentué, ça peut être par exemple d'une affection particulière, d'un problème de santé particulier, passager ou pas, ou des douleurs chroniques, tout ça, ça peut favoriser encore une fois l'insomnie. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment parler de l'insomnie comme étant un symptôme supplémentaire d'un problème qui est entré en collision avec mon terrain neurologique ou psychologique. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand je subis une insomnie, je me questionne tout de suite sur les facteurs qui ont pu la déclencher. Parce que, pour le coup, je sais que mon insomnie, de manière générale, elle est, je pense, toujours liée à quelque chose qui est venu se fertiliser dans mon terrain neurologique ou psychologique. Voilà. Et donc, qui dit terrain favorisant les troubles du sommeil, dit difficulté depuis l'enfance. Et pour le coup, pour moi, ça a toujours été un sujet, ça a toujours été compliqué. Même mes parents, je veux dire, c'est les premiers, quand j'étais gamine, ils étaient les premiers à observer effectivement des attitudes d'agitation, de crainte, voire de crise, qui rendaient le moment du sommeil très complexe avec moi. J'étais celle qui, à 19-20 heures, courait partout dans la maison, avait envie de faire 1000 choses, avait envie de parler. Le soir, avec ma mère, je parlais, je racontais ma vie, et puis je me mettais à philosopher sur ma vie. Et ça ne s'arrêtait pas, et je ne trouvais pas de phases qui permettent justement de passer de cet état d'éveil, d'activité cérébrale, à cet état de sommeil où on va tout mettre en pause et on va s'endormir. Donc après, bon, c'est un peu une histoire de l'œuf ou la poule parce que je sais jamais en fait si ces ruminations ou ces agitations qui font que je n'arrive pas à m'endormir, ou si c'est un manque de sécrétion de mélatonine qui fait que forcément mon cerveau est toujours actif alors qu'il devrait se mettre en phase de sommeil. Et chez moi, c'est vraiment cette difficulté-là que je traverse, c'est que j'ai l'impression que à aucun moment, mon corps ne décide de se mettre en pause. Vraiment, j'ai l'impression que c'est biologique. Mon corps ne se met pas en pause de lui-même, quand bien même je lui offre toutes les opportunités pour l'être. Et le problème, c'est que du coup, il se met en pause quand il est épuisé. C'est-à-dire en journée. Parce que ces troubles du sommeil, c'est quelque chose que j'expérimente depuis l'enfance, et que j'ai encore expérimenté il y a de ça 1 ou 2 mois, pendant une période de 3 mois, je me suis dit qu'il était peut-être important de partager mon expérience parce que je n'en aurais sans doute jamais terminé avec l'insomnie. Par contre, quand elle arrive, j'arrive de mieux en mieux à trouver des façons, je dirais pas des solutions, parce que ça ne solutionne pas le problème, mais j'arrive à trouver un moyen de plus ou moins m'en dégager ou à rendre ça plus vivable. Je voulais maintenant parler de ma réalité en tant qu'insomniaque, parce que pendant longtemps, je ne me pensais pas insomniaque. En fait, j'ai toujours entendu des témoignages qui disaient que l'insomnie, c'était faire des nuits blanches, ne pas fermer l'œil de la nuit. Enfin, vous voyez ces expressions, moi, je les prenais réellement pour argent comptant. Je prenais les expressions premier degré. Donc moi, je me disais, le gars, il a fait une nuit blanche, ça veut dire que de toute sa nuit, il n'a pas dormi, et le lendemain, il mène sa journée, voilà. Je sais aussi que dans ces témoignages d'insomnie, j'entendais très souvent aussi des personnes dire qu'elles n'avaient pas besoin de beaucoup de sommeil, et elles se disaient insomniaques, elles disaient voilà... moi je suis insomniaque, je suis un oiseau de la nuit, je dors très peu, mais j'ai pas besoin de dormir plus, j'arriverai pas à dormir davantage, et puis après je mène ma journée sans problème.
Moi, quand j'entendais tout ça, je me disais, mais d'accord, ça a l'air quand même vachement inquiétant. C'est-à-dire que être insomniaque, c'est perdre la possibilité de s'endormir le soir. Bêtement, je me disais, bon bah, du coup, je suis pas insomniaque. Enfin, j'ai du mal à m'endormir, je suis fatiguée le lendemain matin, j'ai des somnolences toute la journée, ça doit pas être ça. Puisque l'insomnie, c'est censé être faire des nuits blanches. J'étais persuadée que être insomniaque, c'était être fatigué, mais ne pas pouvoir s'endormir. Or moi, je ne ressentais pas la fatigue et j'avais des difficultés à m'endormir, mais au final, je dormais. Et ça, je l'ai compris que très récemment, qu'en fait, ne pas ressentir la fatigue, ça peut justement participer de l'insomnie. Parce que si tu n'as pas conscience que tu es fatigué, par exemple, prenons quelqu'un qui regarde sa série préférée jusqu'à minuit, 1h du matin. Il n'a pas conscience qu'il est fatigué puisqu'il est maintenu par son écran. Mais du coup, moi, avec ou sans écran, avec une lecture d'un livre, de la musique, etc., je ne ressentais pas la fatigue. Je pouvais lire le livre jusqu'à pas d'heure, alors que j'étais fatiguée, puisque j'avais été fatiguée toute la journée, et pourtant j'arrivais vraiment pas à aller me coucher, quoi, vraiment passer ce stade. Aujourd'hui, je pense que, concrètement, je ne me rends pas compte aussi de ma fatigue, parce que je suis autiste. Quand on est autiste, il y a ce qu'on appelle des hyper- et des hyposensibilités. Il y a des vidéos qui existent sur ces questions d'hyper- et d'hyposensibilité. Je peux vous renvoyer vers H. Paradoxae, qui a fait une vidéo sur ce sujet. Je vous mettrai le lien en barre de description. Mais je pourrais tout à fait aussi en parler pour expliquer un petit peu de quoi il en ressort pour moi, de mon côté. Je sais, c'est qu'au moment du coucher, mes hyper- et mes hyposensibilités jouent un rôle. Alors pour les hypersensibilités, c'est assez facile. Tu fais tout ce qui est lié au bruit, aux sensations de chaleur, de froid, soif, etc. Et je vais avoir une sensibilité plus importante qui fait que, s'il y a du bruit, même un petit peu, je vais pas le supporter, un peu de lumière, je vais pas le supporter, etc. Et je vais avoir du mal donc à me détacher de ce stimuli sensoriel. Et par contre, il y a aussi les hyposensibilités. Et ça, on s'en rend très rarement compte en fait. Parce que j'ai du mal à savoir quand j'ai faim, quand j'ai soif, et quand je suis fatiguée. Et si je capte pas quand je suis fatiguée, je vais pas aller me coucher. C'est pour ça qu'il faut instaurer des routines, parce que si je ne suis pas dans ma routine du coucher, je ne vais à ce moment-là jamais conscientiser que je suis fatiguée. Je peux rester comme ça longtemps sans aller me coucher. J'aimerais exposer un petit peu mon ressenti aussi vis-à-vis de l'insomnie, parce que là je la décris de façon assez clinique, mais j'aimerais entrer un peu plus en détail vraiment sur les émotions que peut provoquer une insomnie sur du long terme. Cette insomnie, je l'ai pas vue tout de suite. J'ai des difficultés d'endormissement de manière générale. Je sais que je mets du temps à m'endormir. Si je mets 30 minutes, 1 heure pour m'endormir le soir, je commence à faire ça tous les soirs, je m'en rends pas compte, parce que je me dis, j'ai du mal à m'endormir, y a pas de souci. Donc vient ensuite l'augmentation du temps avant de s'endormir. Ça peut passer de 1 heure à 2 heures. Et dans les cas les plus graves, ça peut passer jusqu'à 5 heures, sans pouvoir fermer l'œil de la nuit. Pour le coup, je suis pas loin de la nuit blanche. Et l'épuisement, je me rattrape très très vite. En fait, c'est ça ce qui se passe aussi dans mon cas avec l'insomnie, c'est que je ne ressens pas la fatigue, je ne la perçois pas, je ne la conscientise pas. Je vais faire tout plein de choses, je vais m'agiter, être anxieuse, ou je vais vouloir juste penser à 1001 choses, et à un moment donné, je vais carrément être épuisée. En fait, j'aurais utilisé toutes les ressources possibles de mon corps pour pouvoir me maintenir en éveil le soir, jusqu'à ce qu'il soit, par exemple, 5 heures. Et là, je me dis, waouh, donc il est 5 heures, tu dois te lever à, 8 heures en ce moment. Comment on fait? Et c'est là où, quand ça commence à devenir aussi aigu, que je conscientise et que je me dis, aïe, pourquoi t'as pas capté avant? Genre, quand c'est 3 heures, ça te pose pas de problème, mais là c'est 5 heures, là tu captes. Voilà, donc moi ça a toujours été ça. Hein. Quand j'ai faim, c'est quand j'ai très faim que je me rends compte, je m'en rends pas compte avant. Et quand je suis fatiguée, c'est pareil. C'est quand je suis très fatiguée que je me rends compte. Sinon, faut que quelqu'un me le dise. Littéralement, faut que quelqu'un me le dise. Sinon, je me couche pas. Je voulais parler vraiment de cet impact que ça peut avoir, cet impact au moral, parce qu'en fait, passer 3 mois sans arriver à avoir une routine de sommeil suffisante, et donc d'avoir un sommeil réparateur, qui permettent de tenir une journée normale, correcte, ça touche très vite le moral. Surtout que ça vient de façon très insidieuse, donc on s'en rend pas compte au début, on a le temps de s'épuiser, et viennent ensuite les jours où on sait très bien qu'on est dans une période d'insomnie, et on a l'impression qu'on peut juste rien y faire, et que les jours vont se répéter, et que chaque matin, le lever va être difficile, où on va souffrir littéralement. Moi je souffre le matin quand je suis en période d'insomnie, et du coup, par extension, le coucher va être difficile parce qu'on sait que le lendemain matin, ça va être douloureux.
psychologiquement, tout peut devenir sujet à angoisse. En fait, le coucher peut devenir un sujet d'angoisse. Peuvent très vite s'apposer à ça, donc de l'anxiété, dont les symptômes anxieux vont apparaître justement au moment du coucher. Il peut y avoir des pensées dépressives qui peuvent se coupler à tout ça. Je vais avoir des pensées de dépréciation où je vais ne plus supporter l'idée que je ne sois pas capable de maintenir une journée correcte, c'est-à-dire de travailler, tenir les tâches ménagères, de m'occuper de moi, de m'occuper de mon environnement et d'apprécier ma journée. Parce qu'en fait, je suis juste épuisée. Et je pense que c'est important de faire une parenthèse sur vraiment l'impact psychologique de l'insomnie, parce qu'on sous-estime l'insomnie, mais du coup on surestime nos capacités à gérer le manque de sommeil. Et vraiment, une nuit qui n'a pas été réparatrice, où on s'est endormi vers 3h du matin, et puis on a fait 2-3 réveils, c'est-à-dire, je sais pas moi, à 4h, à 6h, et puis à 30 minutes avant le réveil, ce genre de choses, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible parce que la sensation qui reste à la fin, c'est « je n'ai pas dormi ». Cette sensation-là, elle est vraiment terrible quand il faut mener à bien toute une journée. Les répercussions sont à la fois psychologiques, elles peuvent être aussi physiques. Au-delà de l'irritabilité, de la fatigue, de l'inattention, on peut se mettre en danger, avoir le corps qui ne gère pas cette situation, mais derrière, du coup, ça peut être toute une situation sociale qui se retrouve déstabilisée à cause de ça. Si t'es fatigué, si t'es épuisé, on va utiliser les bons termes, si t'es épuisé, tu ne vas pas tenir tes 35 heures. Et je parle pour ceux qui sont en 35 heures. Je ne suis pas en 35 heures, je suis à temps partiel, parce que justement je suis handicapée. Et déjà rien que ça, j'arrive pas à les tenir. Et là je parle dans le cadre où tu travailles. Au-delà de ça, psychologiquement, c'est aussi très dur de se rendre compte qu'on n'est pas capable de maintenir sa journée correctement, c'est-à-dire de se faire à manger, de se laver, de sortir, aller s'acheter quelque chose, je sais pas, d'aller à la pharmacie, d'aller faire les courses, de s'occuper du linge, que sais-je, de ranger son appartement, tout devient fatigant, devient impossible. Et vraiment, ça peut être très vite comme ça, une descente aux enfers. Prenez toute la mesure de ce qu'est le sommeil, de ce que le manque de sommeil peut provoquer. Quand je suis dans ces périodes d'insomnie, vraiment, je me sens impuissante. J'ai pas grand-chose sous la main pour m'en sortir. Et quand je dis ça, c'est que vraiment, j'essaye tout. Et ces périodes d'insomnie, c'est quand j'ai tout essayé, toutes ces astuces qu'on peut lire partout, et que rien ne fonctionne, et que j'en viens forcément à prendre des médicaments. Ce que je vais raconter dans cette partie ne concerne que mon expérience par rapport aux différents médicaments utilisés. Mon avis ne substitue en aucun cas celui d'un professionnel, et s'il vaut pour moi, cela ne signifie pas qu'il vaille pour vous. Ainsi, je vous demande à être très vigilant avec les propos qui vont suivre, et je vous incite fortement à consulter un médecin avant d'envisager des solutions médicamenteuses. Le premier médicament que j'ai testé, c'est le Donormil. Quand j'ai commencé à avoir des difficultés réelles pour dormir, je suis d'abord allée à la pharmacie. On va expliquer, peut-être que ça va se résoudre assez vite. Je me rendais vraiment pas compte de l'importance de ce trouble, et je ne savais même pas que c'était un trouble. J'arrive à la pharmacie, j'explique, on me dit bon, vous avez des difficultés d'endormissement, c'est peut-être une insomnie passagère. Voilà le Donormil. Le Donormil, c'est un demi-comprimé chaque nuit, 15 à 30 minutes avant le coucher, sur une durée maximum de 5 jours. Le Donormil, c'est un cousin de l'Atarax. Ce n'est pas un petit médicament. C'est pas parce qu'il est sans ordonnance qu'il est sans danger. Déjà, pour commencer, on ne peut le prendre au-delà de 5 jours. 5 jours, c'est la durée d'une insomnie passagère. Il y a une accoutumance qui est réelle et qui se fait très rapidement. J'ai pris mon demi-comprimé après être sortie de la pharmacie parce que je savais que j'allais me coucher juste après. Ça fait effet assez vite. Vraiment, ouais, les 15-30 minutes, c'était plié. J'ai dormi comme un bébé toute la nuit, j'étais super contente. Je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé la solution. Prenons ce médicament sur les 5 jours. Au début, le demi-comprimé, ça va, tu le prends 1 à 2 fois, et puis en fait, tu vas commencer juste à t'accoutumer à la dose, et tu vas vouloir augmenter les doses. Les doses, tu peux les augmenter, mais pas plus de 3 comprimés par prise. Et moi, j'en étais arrivée à 3-4. Et là, ça commence à devenir dangereux. Il n'est pas déjà normal de commencer à prendre une surdose, mais en plus de ça, il y a des effets secondaires. Forcément, quand j'ai arrêté la prise au bout de 5 jours, toute mon insomnie est revenue, dès le lendemain. Comme si je n'avais jamais rien pris. C'est comme si j'avais eu une parenthèse. Oui, mon chat. Viens, chat. C'est le moment des présentations. Ah, si tu veux. Voilà, Mia. Je disais, quand j'ai arrêté le Donormil et que je me suis rendu compte, en fait, que toute l'insomnie était revenue, ça ne se mange pas, hein. Non, ça se mange pas. Elle va me bouffer les filles, après j'aurai plus ma guirlande. Stop! Je vais me fâcher, hein. T'arrêtes. Va-t'en. Donc oui, en fait, mon insomnie, après l'arrêt du Donormil au bout de 5 jours, elle a persisté. Et à ce moment-là, ce n'est pas une insomnie passagère.
Les anxiolytiques, ce sont des médicaments psychotropes qui sont utilisés pour les troubles anxieux, mais qui peuvent parfois être prescrits pour des troubles du sommeil. La logique peut être assez simple. Si vous êtes sujet à de l'anxiété et que vous faites des insomnies, il peut effectivement vous être prescrit des anxiolytiques aussi dans le cadre de la gestion de vos troubles du sommeil. Forcément, si votre sommeil est perturbé par votre anxiété, soulager l'anxiété par une prise d'anxiolytique va de facto soulager le trouble du sommeil vécu. Dans mon cas, au moment où j'ai été diagnostiquée justement anxio-dépressive, il a fallu se demander si la prise d'anxiolytique pouvait, en plus d'avoir un impact sur mes journées, avoir un impact sur mes nuits. Et donc dans le cadre de ce diagnostic d'anxio-dépression, m'a été prescrit de l'alprazolam, ou Xanax pour les intimes. L'alprazolam, c'était 2 à 3 prises par jour. C'était réellement pour permettre un quotidien plus facile, parce que l'anxiété, quand ça te touche au quotidien, ça peut devenir très très vite handicapant dans la réalisation de tes tâches, dans la poursuite d'un cursus scolaire ou dans le cadre d'un emploi. Si je prenais 2 doses en journée, il devenait intéressant de prendre une dose le soir. Est-ce que c'est une bonne idée, mon chat? Est-ce que tu crois que c'est une bonne idée? Non, ça c'est le micro. Ça va, je te dérange pas. Mia, sérieux? Tu fous quoi? Ouais, t'as compris que ça se passait ici, hein. Fais pas des bêtises. Viens là. Tu peux descendre, hein, si tu veux. Ah. Allez. Installe-toi. On continue l'histoire. Donc, qu'est-ce que je disais? À ce moment-là, ce que l'on m'a pas dit, en fait, ce que le corps médical ne m'a pas dit, que ce soit le corps médical de ville ou dans le cadre de mes hospitalisations, c'est que l'anxiolytique, c'est comme le Denormil, il y a un délai à respecter. Tu ne peux pas prendre l'anxiolytique toute ta vie. Et ça fait sens parce que l'anxiolytique, ça commence déjà à être un traitement lourd. Il faut pas dépasser 12 semaines. Or moi, je l'ai pris pendant 3 ans et demi. Dans les effets secondaires liés à la prise d'anxiolytique sur le long terme, au-delà des délais, il y a notamment la perte de la vigilance, la perte de mémoire, enfin trouble de la mémoire, des somnolences, voilà, ce genre de choses. C'est des effets secondaires que j'ai commencé à entrevoir au bout d'un certain temps de prise, et je crois qu'en fait au bout d'un moment je ne me rendais même pas compte que c'était les médicaments qui en étaient la cause, parce que ça faisait tellement longtemps que je les prenais et que j'allais mal, qu'au bout d'un moment, voilà, on sait plus, on va déjà mal de base, on prend un traitement, et puis ensuite, ce traitement est censé fonctionner, on est censé aller mieux, et en fait, on commence à aller mal. Et je tenais aussi à préciser que je n'ai pas toujours pris que l'alprazolam dans les anxiolytiques. Quand j'ai été hospitalisée, l'hôpital n'avait pas d'alprazolam. Et là, dans le cadre de cette hospitalisation, j'étais obligée de prendre du Seresta. Et pour le coup, le Seresta, je ne l'ai pas du tout supporté. Et c'est pour ça que je préfère le préciser, parce que on n'a pas forcément conscience que tous les anxiolytiques ne se valent pas. Quand j'ai pris le Seresta, j'ai eu vraiment des effets secondaires très très incommodants. Je n'arrivais pas à m'exprimer correctement, ma mâchoire ne me permettait pas de formuler correctement les mots. Je me fatiguais aussi très très vite. J'avais des troubles de mémoire qui me faisaient oublier des mots. J'avais une vision en fait vraiment troublée, c'est-à-dire que je ne voyais pas clair. Je suis myope, mais là, même avec les lunettes, je voyais pas l'image. Je ne pouvais pas faire la mise au point. Chez moi, la prise d'anxiolytique le soir, quand bien même ça calmait mon anxiété, ça me permettait pas de dormir. Quand j'ai fait mon insomnie sur une période de 3 mois, je me suis demandé à un moment donné si en fait fallait pas que je prenne un anxiolytique en espérant que l'insomnie soit liée à une anxiété et que la prise d'anxio permettrait de calmer mon esprit et de passer vite à l'état de sommeil. Et en fait non. En fait, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai pris l'anxio et j'en connais les effets. Au bout de 20 minutes, 30 minutes, on commence à effectivement avoir les pensées qui se calment, une décélération de l'activité cérébrale. Et en fait, je suis restée dans cet état, apaisée, mais pas fatiguée. Et c'est insupportable. Donc l'anxiolytique n'était pas la solution. Durant mon hospitalisation, il a été question de vite prendre en charge les insomnies, parce que mon état était si grave à cette époque qu'il était crucial de rendre les aspects les plus vitaux de mon quotidien le moins difficile. Il m'a été prescrit de l'Imovan, c'est aussi ce qu'on appelle le Zopiclone. C'était la première fois qu'un traitement était aussi efficace pour me faire dormir. Et il y a de quoi, parce que c'est un médicament très lourd. C'est même un traitement dangereux, parce que ça provoque des pertes de vigilance aussi. Et surtout, lorsqu'il est pris, ça fait dormir très très vite. Il est difficile de se maintenir éveillé alors qu'on a pris un somnifère. Et donc,
si c'était une méthode très efficace, et donc que ça me rassurait sur ce côté-là, parce que je pouvais enfin dormir, c'est un traitement lourd. Et c'est un traitement qui a des effets indésirables, comme des somnolences la journée. Donc en fait, je pouvais dormir le soir, j'étais libérée de mes angoisses du soir, du coucher, et libérée le matin de ces réveils douloureux où j'avais l'impression de juste ne pas avoir dormi. Par contre, il fallait s'attendre à des réveils peut-être plus lent, difficulté à émerger le matin, une difficulté à entendre son réveil aussi. J'étais beaucoup moins en alerte. Enfin, je pense qu'en fait j'étais encore dans un état de sommeil, c'est-à-dire que c'était le médicament qui faisait encore effet. Donc voilà, en fait le médicament met du temps à s'estomper dans le corps. Je préfère rappeler que les somnifères restent des traitements lourds. Et même si le zopiclone ou le zolpidem sont des médicaments qui sont moins addictifs que les autres, il n'en reste pas moins que les somnifères sont tous pratiquement des benzodiazépines. Et les benzodiazépines sont des traitements lourds, qui ont des conséquences sur la santé à long terme et qui provoquent de la dépendance. Et donc ils sont réellement à prendre de façon transitoire sur une période compliqué en respectant les durées de traitement. Parce que dans les effets secondaires, encore une fois, la baisse de la vigilance, l'augmentation du risque d'accident, mais on compte aussi les troubles de la mémoire et comme je le disais tout à l'heure, la dépendance. Il faut savoir dans les somnifères que le premier symptôme de sevrage quand on s'arrête, c'est l'insomnie. Voilà. Que ce soit le Donormil, l'anxiolytique ou le somnifère, je vous conseille vivement de consulter votre médecin et d'en discuter avec lui, d'organiser un protocole de soins pour gérer la période d'insomnie, faire en sorte que ça se passe le mieux pour vous, de façon à ne pas créer une dépendance au somnifère. Et je vous conseille vivement d'être suivi pour tout ça parce que aucun médicament n'est miraculeux et il y a très souvent des contreparties. Et malheureusement, quand les contreparties peuvent être dangereuses pour sa santé, il faut avoir pleinement conscience que ça ne se fait pas sans suivi médical. La mélatonine, c'est un vrai sujet, principalement pour les patients autistes. Quand j'ai passé mon diagnostic au CRA de la pitié-salpêtrière, au terme de ce diagnostic, la première chose qui m'a été suggérée quant aux troubles du sommeil, c'est justement la prise de mélatonine. La mélatonine, c'est plus communément appelé l'hormone du sommeil. Il s'agit d'une hormone centrale qui régule les rythmes chronologiques en étant synthétisée surtout la nuit à partir de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est impliqué dans la gestion des humeurs et qui est donc associé à l'état de bonheur lorsqu'elle est à un taux équilibré. La prise de cette mélatonine s'est faite à hauteur de 3 mg par prise chaque soir avant le coucher. Au départ, c'était magique. Je n'avais aucun effet secondaire. J'avais juste l'impression en fait que mon rythme biologique agissait à ma place, agissait tout seul en fait, que enfin mon corps fonctionnait correctement. Quand j'ai pris la mélatonine, je me suis sentie fatiguée, mais je me suis pas sentie comme j'ai pu l'avoir avec les anxiolytiques, avec les somnifères ou avec le Donormil, où ces médicaments en fait très souvent ils endorment, je veux dire ils assomment. Là, j'étais juste fatiguée et je ressentais même un plaisir de cette fatigue en me disant mais c'est agréable en fait de se sentir fatigué le soir et de pouvoir se mettre dans son lit en se disant ça y est, là je ferme les yeux et dans quelques minutes je suis partie. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et en fait, la mélatonine, je pense que je me suis très vite accoutumée. Au bout de même pas une semaine, quelque chose comme ça, les effets se sont estompés au point de disparaître. Et c'était encore une solution qui tombait à l'eau. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que je gardais les dernières gélules pour en prendre 6 mg, vraiment dans les nuits où j'avais des grosses difficultés d'endormissement. Mais donc, à terme, ce n'était vraiment pas encore la solution. Alors je pense que sur ce sujet-là, il faudrait que j'en discute plus profondément avec un médecin ou un psychiatre pour justement voir s'il ne faut pas augmenter les doses et jusqu'à quelle dose on peut augmenter et s'il existe réellement une accoutumance ou pas. Donc sur ce sujet-là, l'affaire est à suivre. Mais en tout cas, ce n'est pas non plus un remède miracle, comme j'ai pu le croire au début, puisque beaucoup vantent la mélatonine, mais en fait, malheureusement chez moi, ça n'a pas suffi. Donc pour conclure, je dirais que ce qui compte le plus en temps d'insomnie, c'est de prendre conscience de celle-ci. De prendre conscience aussi des facteurs qui pourraient être déterminants et de consulter son médecin traitant. On a pu voir que l'insomnie pouvait être transitoire ou chronique. Lorsqu'elle est transitoire, on peut se pencher vers des médicaments comme le Donormil, juste le temps de quelques jours. Par contre, quand il s'agit d'insomnie chronique, la question est tout autre. Et la question est même plus importante. Il s'agit de comprendre
d'où elle vient. Est-ce qu'elle est déclenchée par certaines choses, une santé défaillante, des douleurs, un événement spécifique? Il est important déjà de prendre conscience de tout ça, surtout d'en discuter avec des professionnels de santé. Cela peut être d'abord avec un médecin généraliste, et puis, si besoin, avec un psychiatre. Tout dépend de la nature de cette insomnie, mais cette nature est souvent à discuter justement avec un professionnel de santé. Donc dans mon cas, ce qui semble fonctionner, et là je vais parler hors dépression, l'insomnie chez moi est chronique. C'est comme si c'était une période aiguë de mes troubles du sommeil, enfin de mes difficultés d'endormissement de manière générale. On sait que j'ai un terrain qui est neurologique et psychologique qui peut favoriser ce trouble du sommeil, et donc je sais qu'il faut que je fasse attention à ma santé, qu'elle soit physique ou psychologique, parce qu'elle peut avoir vite des répercussions sur ce trouble-là. Et si j'ai des difficultés d'endormissement de manière générale, difficultés pour laquelle j'ai trouvé des solutions et que je pourrais vous partager, puisque j'ai toute une petite routine dédiée à ça, il arrive parfois que ce ne soit pas suffisant et que je doive passer par des traitements plus importants, mais ponctuels et surtout pas, pas sur du long terme. Et donc dans ce cas, je sais que si l'insomnie peut être anxieuse, à ce moment-là, je prendrai un anxiolytique. Si ce n'est pas anxieux, que c'est lié plutôt à des douleurs ou une période où ma santé est plus affaiblie, je vais d'abord songer au somnifère. Le somnifère, chez moi, est une solution de dernier recours quand ça fait plusieurs semaines que je n'arrive pas à dormir. Et je prends 1 à 3 somnifères maximum dans la semaine et j'essaye que ça ne dure pas sur plusieurs semaines. À côté de ça, je tiens à préciser que j'ai une routine qui est plutôt coriace, c'est-à-dire que je maintiens cette routine quoi qu'il arrive, je maintiens les horaires, je maintiens l'alimentation au maximum et je fais en sorte que tout ce qui peut être problématique, les hypersensibilités, la dysfonction exécutive, les réminiscences traumatiques, les ruminations, l'activité cérébrale, l'agitation, je fais en sorte que tout ça soit compris dans ma routine. Donc, quand je parle d'insomnie, en fait, je parle de ces moments où la routine ne suffit plus. Et quand la routine ne suffit plus, là, on part sur les somnifères de façon ponctuelle, juste pour s'accorder des nuits de sommeil. Et du coup, si cette routine de sommeil vous intéresse, je peux vous faire une vidéo, ce serait une night routine autistique, parce que elle a été pensée pour une personne autiste. C'est pas miracle. Je trouve que ça demande une certaine rigueur avec soi-même, une certaine discipline, d'être prêt à se lever le matin, quoi qu'il arrive, de ne pas faire de sieste, et vraiment de garder un rythme, et de vraiment faire sa bulle le soir. Et je crois que c'est un peu ça qui m'a sorti de cette période d'insomnie, parce que dans mon cas, je peux réellement parler de période d'insomnie. Passé ces 3 mois, maintenant ça fait 1 à 2 mois que je n'ai pas eu de nouveau d'insomnie. Je n'ai pas plus de conseils à donner. Ça veut dire que si ce n'est pas le cas, si cette solution ne fonctionne pas pour vous, si vous êtes dans un cas vraiment différent, plus grave, pour lequel vous n'avez jamais réussi à trouver de solution et que même les miennes ne suffisent pas, et j'imagine bien que les miennes ne vont pas suffire, consultez, restez suivis. Pendant ces consultations, essayez d'observer tous les facteurs. Une heure de coucher qui n'est pas régulière, une alimentation défaillante, une source de stress qui, quoi qu'il arrive, tant que vous n'aurez pas géré cette source de stress, vous n'arriverez pas à vous endormir. Moi, je sais que dans des périodes psychologiquement difficiles, je n'arriverai pas à dormir. C'est un fait. Et je dois attendre que ça passe. Je dois travailler psychologiquement sur ces périodes pour que ça aille mieux. J'espère qu'avec tout ce que je viens de dire jusqu'ici, vous trouverez ne serait-ce qu'un conseil qui vous aidera. Que ce soit psychologiquement, que ce soit concrètement dans vos insomnies, ou que ce soit dans la motivation à aller consulter. J'espère vraiment que cette vidéo vous aidera comme moi j'aurais aimé qu'une vidéo m'aide dans les moments où je me suis retrouvée seule dans mon lit, incapable de me plonger dans le sommeil, parfois même bloquée entre le sommeil et l'éveil. J'espère vraiment que ce témoignage, que je peux approfondir si besoin, vous sera utile pour que vous ne vous sentiez pas seul dans cette période que vous traversez, et que si vous me regardez pendant votre insomnie, j'espère qu'elle vous réconfortera un petit peu dans l'idée que on peut trouver des solutions, un minimum. Ce ne sera pas des solutions parfaites, mais on peut tenter d'aménager. On peut trouver des moyens de mieux vivre au quotidien avec l'insomnie. Dans l'insomnie, il y a le côté physique, c'est-à-dire l'impossibilité de dormir, mais il y a aussi tout le plan psychologique qui peut être vraiment dévastateur. Mais il y a aussi le plan social, et si on peut au moins soulager quelques plans et réduire
l'ensemble des facteurs qui peuvent conduire à cette insomnie, ce sera déjà ça de gagné. Ce sera déjà un pas de plus de fait dans le soulagement de toutes ces nuits troublées. J'espère que ces conseils vous aideront dans votre lutte contre l'insomnie, qu'elle soit passagère ou chronique, et je vous invite fortement à laisser en commentaire vos propres astuces, vos propres conseils ou vos questions si vous en avez. Si vous êtes resté jusque-là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si celle-ci vous a plu, et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne nuit s'il est déjà l'heure.